Je suis entré dans un dîner avec la maîtresse de mon mari et je les ai détruits tous les deux avec un seul fichier. Je m'appelle Lily. J'ai 38 ans et je vis dans la banlieue de Denver, au Colorado. Il y a près de 14 ans, j'ai épousé Jack Holden, un homme que mes amis appelaient autrefois le « mari de rêve », un avocat compétent, charmant, intelligent, qui savait toujours comment faire en sorte que les gens se sentent importants. Le jour de notre mariage, alors qu'elle ajustait mon voile, ma mère m'a murmuré « Tu as touché le gros lot, Lily. » Toute sa famille a réussi, et Jack, eh bien, les hommes comme lui sont une espèce en voie de disparition. J'ai souri, bien que quelque chose en moi se sentît mal à l'aise. À l'époque, je ne pouvais pas vraiment nommer ce sentiment. Je supposais que toute future mariée se sentait un peu nerveuse. Il m'a fallu des années pour réaliser que ce sentiment était l'instinct d'une femme qui remettait sa vie entière à quelqu'un qui savait comment cacher la noirceur derrière une apparence parfaite. Nous vivions dans une maison en bois de 2 étages à Arvada, dans une rue bordée d'érables, où les voisins se saluaient avec des sourires matinaux. Je travaillais dans l'administration des soins de santé, un travail exigeant qui me laissait le cerveau en compote la plupart des jours. Jacques travaillait en centre-ville dans un grand cabinet d'avocats, s'occupant de contentieux des sociétés toujours occupés, toujours vifs, toujours avec une raison parfaitement valable pour toute absence. Pour les étrangers, nous étions l'image d'un mariage modèle, et je vivais comme si c'était vrai. Dans les premières années, je croyais en son amour. Je pensais que les suggestions de Jacques sur la façon dont je m'habillais, dont je communiquais, même dont je gérais mon travail, venaient d'une attention bienveillante. Cette tenue n'a pas l'air professionnel. Et c'est la robe grise, elle convient mieux à une réunion, où, Sally est gentille, mais elle complique trop les choses. Peut-être devrais-tu garder tes distances. Chaque conseil était doux, raisonnable, presque protecteur. Mais lentement, j'ai commencé à douter de mes propres choix. Je supprimais des textos avant de les envoyer, je réécrivais des courriels 3 fois avant de cliquer sur « Envoyer ». Avant chaque événement du cabinet, je passais des heures devant le miroir, essayant de m'assurer que je correspondais à l'image que Jacques attendait. J'ai arrêté de porter la nuance de rouge à lèvres que j'aimais. J'ai cessé d'appeler ma sœur parce que Jacques disait qu'elle était trop négative. J'ai abandonné mon cours de yoga du week-end parce que Jacques se sentait bizarre que j'y aille seul. Au lieu de cela, je m'assurais que la maison était impeccable avant qu'il ne rentre et je forçais un sourire, même après des gardes brutales au travail, parce que si je ne le faisais pas, j'entendrais des choses comme « Tu es rentré 1 heure avant moi, et la cuisine est encore dans cet état » ou « Tu n'avais pas dit que tu porterais la robe crème aujourd'hui ?» Celle-ci, foncée, te donne l'air fatigué. Je pensais que peut-être je n'étais tout simplement pas assez bien, alors j'essayais plus fort, je me pliais davantage, jusqu'à ce que je me brise. Un jour, en me regardant dans le miroir, je n'ai plus reconnu la femme qui me regardait. Ses yeux étaient creux, son sourire forcé ou une ombre essayant d'être l'épouse de Jack Holden, oubliant qu'elle avait été autrefois Lily, la fille qui riait aux éclats, écrivait de la poésie, aimait les matins d'hiver et détestait qu'on lui dise quoi faire. Nous n'avions pas d'enfants. Chaque fois que j'abordais le sujet, Jacques esquivait, ce n'est pas le bon moment, les finances ne sont pas stables, ou, tu devrais renoncer à ta carrière, tu le sais, n'est-ce pas? Puis il me serrait dans ses bras, m'embrassait froidement et mécaniquement et enchaînait avec juste assez de mots pour me faire sentir que je surréagissais. J'ai vécu dans ce brouillard pendant près de 14 ans, jusqu'à ce qu'un jour, le brouillard se lève. Ce vendredi après-midi-là, la pluie tombait à verse forte, froide, lourde et soudaine, comme tout ce qui tourbillonnait en moi. J'ai quitté l'hôpital plus tôt avec une migraine carabinée. Je ne me suis pas arrêté à la pharmacie, je voulais juste rentrer chez moi, me glisser dans mon lit et éteindre mon téléphone. Je n'ai pas appelé Jacques. En 13 ans de mariage, je n'étais jamais rentré à l'improviste. Mais quelque chose m'a arrêté. Pas de la rébellion ou de l'intuition. Une petite lueur d'avertissement qui a gardé mon téléphone dans ma poche. Ma voiture s'est immobilisée devant la maison, les essuie-glaces brouillant la vue des érables. La voiture de Jacques était déjà dans le garage. Peut-être avait-il annulé sa réunion de l'après-midi, pensais-je en sortant, pressant ma main sur ma tempe douloureuse. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Ce fut le premier signal d'alarme. Je suis entré. Le bruit de la pluie a disparu. La maison était calme, trop calme. Pas paisible, mais lourde. J'ai laissé mes chaussures et mon manteau humide et je suis monté directement à l'étage. Je n'ai pas jeté un coup d'œil à la cuisine, je n'en avais pas besoin. En approchant de la chambre, je l'ai entendu, le rire d'une femme léger, sans retenue, et trop familier. Puis la voix de Jacques,
basse et enjouée, tu me rends fou, Dana. Dana. Le nom m'a frappé comme une gifle. Dana était la nouvelle assistante juridique de Jacques, 8 ans de moins, blonde, postant toujours des égo-portraits dans les ascenseurs sur Instagram. Je l'avais rencontrée quelques fois lors d'événements du cabinet. Une fois, elle m'avait dit « Vous avez tellement de chance d'être marié à quelqu'un comme Jacques ». Je suis resté figé devant la porte. Elle n'était pas complètement fermée. Par la fente, j'ai tout vu, leurs corps enlacés dans les draps que j'avais changés la veille, sa robe crème jetée sur une chaise, sa chemise par terre, la façon dont il lui embrassait l'épaule aussi tendrement, si familièrement. C'était une scène que je n'avais jamais demandé à voir. J'ai reculé aux silencieuse, prudente, délibérée. Je ne me souviens pas comment je suis sorti. Soudain, j'étais debout dans le jardin, les doigts agrippant un banc en bois, la pluie trempant mes cheveux, mon manteau, mes émotions soigneusement cachées. Et puis j'ai pleuré. Pas seulement parce qu'il m'avait trompé, mais parce que j'avais douté de moi-même. Je pensais être paranoïaque quand son emploi du temps changeait, quand les voyages pour des conférences à l'hôtel arrivaient sans détail sur la chambre, quand sa chemise sentait légèrement un parfum inconnu. Je m'étais reproché d'être peu sûr de moi. Mais maintenant je savais, je n'étais pas folle. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un message, « Je ne rentrerai pas ce soir. » N'appelle pas, je ne l'ai pas envoyé à Jacques. Je me le suis envoyé à moi-même comme une déclaration, à partir de ce moment, je ne devais la permission à personne. Un camion de livraison est passé dans l'allée, me sortant de ma torpeur. Je me suis retourné et je me suis éloigné de la maison, n'emportant rien d'autre que mon mal de tête lancinant. Jacques n'avait aucune idée que je l'avais vu, aucune idée d'où j'irais. Mais moi, je le savais. Et c'était suffisant pour un commencement. Cette nuit-là, j'ai conduit directement chez la seule personne que Jacques n'avait jamais réussi à écarter de ma vie, Maya, mon amie d'université, qui travaillait maintenant comme infirmière en chef aux urgences de l'hôpital. Maya vivait seule avec son vieux bulldog, Finn, dans un petit appartement à Lakewood. Au moment où elle m'a vu, avant que je puisse dire un mot, elle a ouvert grand la porte et a dit une seule chose, « Eh bien, il était temps, n'est-ce pas ?» Je me suis effondré sur son canapé, trempé par la pluie, et je suis resté silencieuse pendant 3 bonnes minutes. Puis j'ai hoché la tête. « Lily, tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. Et si ça peut t'aider, Finn dormira par terre, » m'a dit Maya, en me tendant une tasse de thé chaud, comme si elle m'attendait. Le lendemain matin, j'ai demandé 3 jours de congé, invoquant l'épuisement professionnel, ce qui n'était pas un mensonge. Mais la vraie raison était la suivante, j'avais besoin de temps pour commencer à me démêler de la vie que Jacques avait enroulée autour de moi, couche par couche. La première étape consistait à trouver un avocat. Maya m'a référé à Sandra Blake, une avocate spécialisée en divorce traitant des affaires complexes de biens et de finances. Notre première rencontre a duré plus de 2 heures pendant lesquelles j'ai tout raconté, du contrôle subtil à l'affaire extra-conjugale en passant par les finances cachées. Sandra n'a pas été choquée. La chose la plus importante en ce moment, dit-elle, est d'assurer votre sécurité émotionnelle et financière. Et Lily, ne sous-estimez jamais à quel point cela peut devenir dangereux quand un homme contrôlant réalise qu'il perd le contrôle. Sandra m'a conseillé de rassembler discrètement des preuves, pas de confrontation, pas de texto dramatique. Une fois que vous aurez le tableau complet en main, c'est à ce moment-là que vous vous assiérez à la table des négociations. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, silencieuse comme un fantôme. Jacques était encore au bureau, selon le calendrier partagé que je croyais autrefois n'être qu'un outil de planification. Je portais un petit disque dur externe caché dans mon manteau et un vieux téléphone que Maya m'avait prêté, vidé de toutes données personnelles. J'ai commencé par le bureau de Jacques à la maison. Son ordinateur était en veille, non verrouillé. Je l'ai réveillé, les mains tremblantes, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Le mot de passe était une combinaison que j'avais devinée des années auparavant, le nom de son chien d'enfance et son année de diplôme universitaire. Dans un dossier intitulé « Ébauche juridique », j'ai trouvé un fichier étrange, « Accord post-nup brevet 3.doc ». Je l'ai ouvert. Mon cœur s'est décroché. C'était un accord post-nuptial révisé, quelque chose que Jacques avait l'intention de me présenter pour notre 15e anniversaire de mariage le mois prochain. Il stipulait qu'en cas de divorce, je ne recevrais que 10% de nos actifs, aucun accès aux investissements à long terme, et aucun droit sur la maison dans laquelle nous vivions. J'ai sauvegardé tout le dossier sur le disque dur et je suis passé au dossier « Sécurité ». Une feuille de calcul intitulée « Suivi-LSM » est apparue.
Elle contenait des journaux détaillés de mes activités, horaires de garde à l'hôpital, transactions par carte de crédit, rendez-vous chez le gynécologue, nom de patient appelant mon téléphone professionnel. J'ai arrêté de respirer pendant quelques secondes. Ce n'était pas seulement du contrôle, c'était une surveillance systématique. J'ai également trouvé un logiciel espion installé sur mon téléphone appelé Pulse5, qui transférait silencieusement des copies de mes textos et appels à l'adresse électronique alternative de Jacques. J'ai transféré toutes ces données à Sandra depuis un compte sécurisé qu'elle avait configuré pour moi. Ensuite, j'ai ouvert le classeur. Dans le deuxième tiroir, sous une pile de documents fiscaux, se trouvaient des relevés bancaires que je n'avais jamais vus auparavant. Plusieurs comptes étaient uniquement au nom de Jacques dans une autre banque. Des virements réguliers allaient vers d'autres endroits, l'un d'eux à DH Henderson. J'ai photographié chaque page. Et finalement, j'ai repris quelque chose qui m'appartenait, les bijoux de ma défunte mère, que Jacques avait suggéré de garder à la banque, pour plus de sécurité, mais qu'il avait en fait enfermé dans son coffre-fort privé avec un nouveau code. Après 3 essais, j'ai trouvé le bon, la date de naissance de Dana. Le coffre-fort s'est ouvert. Quand j'ai quitté la maison, je n'ai pas pris de vêtements. J'ai pris seulement ce que Jacques n'aurait jamais pensé que je serais assez intelligente pour trouver. 3 jours plus tard, je me suis réveillé à 6 heures du matin sans réveil. Dans ma tête, il y avait un plan, exposé étape par étape comme un plan de campagne, ne pas crier ni m'emporter, mais mettre fin aux choses avec précision. Je savais que Jacques n'admettrait jamais ce qu'il avait fait. Il le nierait, déformerait la vérité, jouerait le mari blessé aussi ce n'était que moi. Mais devant des gens qu'il respectait, famille, collègues, pairs de confiance, sa comédie se fissurerait. J'avais besoin d'un cadre neutre, élégant et privé, Westbrook Table, le restaurant chic en bordure du centre-ville de Denver où Jacques avait autrefois organisé le plus grand dîner de clients de son cabinet l'année dernière. J'avais aidé à coordonner cet événement, et le propriétaire, Elias, se souvenait encore de moi. « Vous voulez un salon privé ?» demanda Elias quand j'ai appelé. « Pas seulement privé. J'ai besoin d'un contrôle total sur la disposition des places, le menu, même l'horaire du personnel. Et personne ne partira tant que je ne l'aurai pas dit. » Ma voix était basse mais ferme. Après une pause, Elias dit « D'accord, je vais vous faire confiance. Mais, Lily, c'est personnel. Je veux juste que la vérité soit vue une fois. » Clairement, j'ai envoyé les invitations une par une, chacune avec une excuse crédible qui n'éveillerait pas les soupçons. À Jacques, j'ai texté « Nous devons parler. » J'ai réservé une table à Westbrook ce vendredi, 19 h. Viens et amène Dana. Je veux la transparence, pas de drame. Il a répondu 3 heures plus tard, honnêtement, un dîner à 3 me semble peu judicieux, mais si tu as besoin de tourner la page, je suis prêt. La mère de Jacques, Hélène Holden, je l'ai appelée directement. Elle avait toujours été polie, bien qu'un peu froide. Je me souvenais encore du dernier Thanksgiving où elle m'avait murmuré « J'espère que tu sais comment protéger la réputation de Jacques. » Une bonne épouse sait quand se taire. J'ai donc adopté son ton, je sais que vous admirez Dana et que vous êtes fier de son nouveau poste au cabinet d'avocat. Westbrook organise un dîner de reconnaissance pour le personnel exceptionnel. Dana a été nominée. J'ai pensé que vous aimeriez être là. Je l'ai entendu ajuster son collier de perles en répondant « Oh, bien sûr. Je porterai la robe violette. Merci de me l'avoir dit. » Et à la seule personne en qui j'avais confiance, Maya, je n'ai pas eu besoin d'expliquer grand-chose. Ce vendredi, ai-je dit, alors que nous étions assises sur le balcon de son appartement, je remets la scène en place. Cette fois, Jacques n'est pas le metteur en scène. « Veux-tu que j'apporte quelque chose ?» demanda-t-elle, les yeux fixes. « Teste ta crédibilité. » J'ai également contacté Jenna, ma cousine, celle dont Jacques m'avait gentiment averti de ne pas trop me rapprocher parce que, elle cause toujours des ennuis. Jenna a simplement dit, s'il y a un moment où quelqu'un lui jette du vin au visage, garde-le pour moi. Et le plus surprenant fut Monsieur Lewis Sandler, l'ancien beau-père de Jacques de son premier mariage. Ils avaient divorcé rapidement quand Jacques avait la vingtaine. Jacques prétendait toujours que son ex-femme l'avait trompé, mais j'avais toujours douté de cette histoire. J'ai trouvé Monsieur Sandler par un ami du barreau, et quand je lui ai dit que j'étais l'épouse de Jacques Holden, il a marqué une pause de quelques secondes, puis a dit, alors, finalement, il y a quelqu'un d'autre d'assez courageux pour parler. Je l'ai invité à dîner. Je ne peux pas promettre que je prendrai votre parti, dit-il, mais je serai là. Parfois,
la vérité n'a pas besoin de prendre parti. J'ai soigneusement imprimé chaque document, compte bancaire caché, accord postnuptial modifié, historique de suivi téléphonique, capture d'écran des courriels de Jacques avec Dana, et une liste de toutes les fois où il avait utilisé de fausses excuses professionnelles pour la rencontrer. Chaque ensemble était scellé dans un dossier noir. J'ai également préparé une courte déclaration, pas de drame, pas de sarcasme, juste la vérité au prononcé d'une voix de femme qui avait autrefois fait confiance, autrefois aimé, et qui savait maintenant exactement où elle en était. Jeudi soir, j'ai choisi ma robe, bleu saphir, celle dont Jacques m'avait dit un jour que je devrais me débarrasser parce qu'elle me donnait l'air, trop indépendante. Je l'ai portée. À 19h précise, la porte du salon privé de Westbrook Table s'est lentement ouverte. Jacques est entré le premier, costume gris anthracite, cravate parfaitement en place. Derrière lui se trouvait Dana, dans une robe rouge vif, les yeux parcourant la pièce avec une confusion visible. Mais quand ils ont vu la table en nu avec plus d'une douzaine de visages familiers et inconnus, la mère de Jacques, sa sœur, Maya, Jenna, Monsieur Lewis Sandler, et même la mère de Dana, la confusion s'est rapidement transformée en prudence. Lily, dit Jacques, essayant de garder un ton doux, qu'est-ce que c'est? Je me suis levé de la place centrale, posant doucement une main sur la pile de dossiers noirs. Et d'un dîner, pour dire la vérité. Et tout le monde est là pour qu'elle ne puisse plus être déformée. J'ai regardé Elias et j'ai hoché la tête. Il a hoché la tête en retour et a fermé les grandes portes. Privé. Personne n'entre ni ne sort. Merci à tous d'être venus, commencez-je. Certains d'entre vous pensent peut-être être ici pour honorer Dana ou pour une raison diplomatique, mais permettez-moi de clarifier, c'est un dîner pour briser le silence que j'ai gardé bien trop longtemps. J'ai ouvert le premier dossier, sortant des relevés bancaires et des registres de transfert. Jacques, au cours des 3 dernières années, tu as discrètement déplacé près d'un tiers de nos actifs communs vers des comptes à ton seul nom, en utilisant un réseau bancaire hors état pour brouiller les pistes. Tu pensais que je ne le remarquerais pas parce que je ne suis pas doué avec l'argent? C'est ce qu'elle a dit. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix ferme. Sa mère, Hélène, fronça légèrement les sourcils. Jacques, de quoi parle-t-elle? Jacques eut un rire sec. Ce n'est que de la gestion financière, maman. Stratégie commerciale. Transférer des actifs sans en informer ta femme, est-ce une stratégie? Interrompis-je. Ou te préparais-tu à un divorce que tu avais déjà planifié, avec ce nouvel accord postnuptial que tu allais me presser de signer lors de notre prochain anniversaire? La pièce devint silencieuse. J'ai ouvert le deuxième dossier. J'ai aussi découvert que tu suivais mon téléphone depuis 2 ans. Ce sont des journaux de mes appels, messages et localisation GPS, collectés grâce à un logiciel espion que tu as installé. Chaque jour. Chaque semaine. Dana devint pâle. Tu as vraiment fait ça? Jacques resta silencieux, la mâchoire serrée. J'ai regardé autour de la table. J'ai vécu sous un tel contrôle que j'ai commencé à penser que j'étais paranoïaque. Mais ce n'était pas de l'imagination. C'était de la surveillance illégale. J'ai sorti le 3e dossier et je l'ai fait glisser vers Dana. Ce sont des courriels et des textos imprimés entre vous deux. J'ai sélectionné uniquement les parties qui me concernaient directement, non pas parce que je suis faible, mais parce que je veux que tout le monde ici voie la vérité qu'il a cachée derrière son image soignée. Dana le prit, les yeux fixés sur les pages. Sa mère, Marianne, se tourna vers elle, sa voix comme de la glace. Dana Marie Henderson, quel genre de vie as-tu mené? Jacques sursauta. Assez. C'est de l'humiliation publique, Lily. Tu surréagis. Asseyez-vous, Jacques. Une voix profonde retentit du bout de la table. Monsieur Lewis Sandler, calme, autoritaire. Lily a déjà été trop généreuse avec vous. Jacques se tourna, comme s'il réalisait à peine sa présence. Vous n'avez aucun droit d'être ici. J'ai tout à fait le droit de parler de ce dont j'ai été témoin. Il ouvrit sa mallette en cuir et en sortit un document avec un sceau officiel. Ceci est une copie du dossier de divorce entre vous et ma fille, Emma. Il comprend tous les détails de la manipulation psychologique, du contrôle financier et de l'isolement social que vous lui avez infligé. La sœur de Jacques, Marissa, était stupéfaite. Tu nous avais dit qu'Emma t'avait quitté pour quelqu'un d'autre. Non, dit Louis, fixant sa fille dans les yeux, Emma est partie parce que tu lui donnais l'impression d'être une prisonnière dans sa propre maison. La pièce se figea. Jacques ne pouvait plus rester calme.
Il s'appuya contre la table, le visage rougeoyant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai placé le dernier dossier devant lui. Les conditions du divorce. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Ce qui importe maintenant, ce sont 3 choses, une division équitable des actifs, la suppression complète du logiciel de surveillance, et ton aveu signé d'infidélité à soumettre avec les papiers du divorce. Jacques laissa échapper un rire amer, mais personne ne se joignit à lui. Personne ici ne le croyait plus. Ou, continuai-je, tout ce que j'ai va directement au conseil de l'ordre des avocats. Un long silence. Puis Jacques s'assit. Sa mère posa doucement sa main sur mon épaule, sans un mot. Dana se leva, les yeux remplis de larmes, et sortit précipitamment de la pièce. Sa mère la suivit en silence. Jacques baissa la tête, mais le regard dans ses yeux n'avait pas capitulé. Je connaissais ce regard. Il avait l'habitude de me figer en pleine phrase. Mais ce soir, son pouvoir s'était effondré sous moi. J'ai regardé Jacques droit dans les yeux. Tu pensais me traîner dans une guerre juridique calculée? Que j'entrerais au tribunal avec un avocat de second ordre, tremblante et prête à céder. J'ai posé une petite carte de visite sur la table. Au dos, on pouvait lire « Claire Whitmore ». C'est mon avocate. Claire était autrefois l'avocate principale de Malcolm Reinhardt, l'homme dont tu disais que personne dans le secteur n'osait le défier. Eh bien, maintenant, elle est à mes côtés. Jacques plissa les yeux. L'équipe de Reinhardt? Elle ne prend pas d'affaires en dessous d'un demi-million de dollars. J'ai souri. Non, mais l'hôpital le peut. La table devint silencieuse. J'ai continué, vous vous souvenez de l'affaire de la greffe de foie l'année dernière? Le jeune fils d'un cadre de Southbridge? Il est passé devant 12 autres patients, même si ses indicateurs médicaux ne le qualifiaient pas. Jacques leva les yeux, il y avait une vraie panique dans ses yeux maintenant. L'hôpital a ouvert une enquête. Ils ont découvert que tout le flux du dossier avait été validé par Dana et qu'il y avait des courriels de votre part, poussant à une approbation accélérée basée sur une relation personnelle avec la famille du garçon. Maya hocha doucement la tête, confirmant. Le conseil mène un examen complet. Et comme j'ai fourni toutes les preuves, ils ont officiellement accepté de couvrir l'intégralité de mes frais juridiques pour le divorce. En échange, je garde l'affaire confidentielle jusqu'à ce que le comité d'éthique conclue ses conclusions. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était ma condition, et ils ont accepté. Jacques se figea. Dana n'était plus dans la pièce pour entendre cette partie. Mais avec sa mère témoin de tout, et parlant maintenant avec un avocat du comité d'éthique médicale dans le couloir, je doutais qu'elle ait à nouveau un avenir dans le domaine. Je ne veux pas faire traîner ça, Jacques, dis-je, ma voix basse mais claire. Tu signes selon mes conditions, nous mettons fin à cela discrètement. Mais si tu veux te battre, je rendrai cela public, chaque fraude financière, chaque enregistrement de surveillance illégale, et ton interférence médicale contraire à l'éthique. Ce n'était pas une menace, c'était une simple déclaration de fait. Jacques grogna, tu crois que tu as gagné? Tu vis toujours de mon argent. Non. J'ai rencontré ses yeux, ma posture inébranlable. J'ai vécu dans ton ombre assez longtemps. À partir de maintenant, je vis selon la vérité que je détiens. J'ai fermé doucement le dossier. Et c'est la dernière fois que je quitterai une pièce sous ton contrôle. Je me suis tourné vers tous les autres. Merci à tous d'être venus. Les dépenses de ce soir ont déjà été couvertes. Si vous souhaitez rester, je vous en prie, amusez-vous. Quant à moi, j'ai une nouvelle vie qui m'attend. Maya se leva avant tout le monde. Son silence disait ce que les mots ne pourraient jamais dire, elle n'avait jamais quitté mon côté. Jenna me prit la main. Hélène, la mère de Jacques, me fixa longuement, non pas avec jugement cette fois, mais ses yeux contenaient une compréhension silencieuse. Monsieur Lewis Sandler s'approcha lentement. Vous savez, Lily, Emma a souhaité un jour pouvoir faire ce que vous venez de faire. Vous l'avez fait pour plus que vous-même. J'ai souri. Je l'ai fait pour moi. Mais si la vérité libère quelqu'un d'autre aussi, ça en vaut la peine. Je me suis éloigné sans regarder Jacques. Ce soir ne le concernait plus. Ce soir, il s'agissait de moi et de la liberté que j'avais finalement reconquise après 14 ans de silence. La porte s'est refermée derrière moi, mais devant moi se trouvait un espace large, frais et ouvert. La brise nocturne s'est prise dans mes cheveux, et alors que Maya passait son bras autour de mes épaules, j'ai remarqué que mes épaules n'étaient plus tendues. Plus de peur.
Plus de chaînes. Étage 11 mois après ce dîner fatidique, je suis sorti du palais de justice du comté de Jefferson avec un dossier à la main et un vrai sourire aux lèvres, mais le divorce était finalisé au plus de menaces, plus d'accord en coulisses. J'ai reçu une part équitable de nos actifs, y compris la moitié de la valeur de la maison que Jacques avait tenté de cacher, nos investissements à long terme, et, plus important encore, le contrôle total de mon propre compte bancaire, qui avait été secrètement surveillé. Pendant 2 ans. Jacques a signé sans un mot, son visage dépourvu de la confiance suffisante qui le rendait autrefois si dangereux. À peine une semaine plus tard, le comité d'éthique du barreau de l'État du Colorado a publié une déclaration officielle. Jacques Holden faisait l'objet d'une enquête approfondie pour avoir utilisé son influence personnelle afin de falsifier des dossiers médicaux lors d'une affaire de greffe de foie. Bien que sa licence n'ait pas été immédiatement révoquée, il a été suspendu de promotion et contraint de se retirer du comité d'examen des associés principaux de son cabinet d'avocats. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le monde juridique. Certains clients importants, y compris un conglomérat immobilier de premier plan, ont discrètement mis fin à leur contrat. J'ai entendu dire que Jacques avait pris un poste de consultant dans une petite start-up à Fort Collins. Ses revenus n'atteignaient plus les 6 chiffres. Quant à Dana, elle a été licenciée de son cabinet d'avocat 3 semaines après ce dîner. La raison, violation de l'éthique et perte de confiance des clients. Un ami dans le secteur des assurances m'a dit qu'elle avait déménagé à Chicago pour travailler dans le marketing pharmaceutique. Elle n'a plus été vue à aucune conférence du secteur depuis. Ma vie n'a pas changé du jour au lendemain, mais elle a commencé par les plus petits pas. J'ai changé de numéro de téléphone, j'ai emménagé dans un appartement au dernier étage à Edgewater avec un balcon donnant sur le lac Sloan, et une cuisine confortable parfaite pour la pâtisserie du dimanche soir. Je suis retourné au yoga, non pas pour plaire à quelqu'un, mais parce que j'aimais la façon dont mon corps bougeait en silence. 3 mois après la première audience au tribunal, j'ai été promue directrice de la coordination de la défense des droits des patients à l'hôpital, un rôle que je pensais autrefois ne pas avoir assez confiance en moi pour assumer. Il s'avère que, lorsque personne ne vous retient, chaque fois que vous croyez en vous, vous allez plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé. J'ai recommencé à dîner avec de vieux amis, ceux que Jacques se moquait autrefois comme étant trop bruyants, trop irréalistes ou de mauvaise influence. Ils étaient toujours les mêmes, toujours bruyants, toujours vrais. Et cette fois, je n'ai pas eu l'impression de devoir demander la permission de les garder près de moi. Maya, celle qui m'a ouvert sa porte cette nuit pluvieuse, est toujours ma meilleure amie. Nous avons commencé une nouvelle tradition, le dernier samedi soir de chaque mois, nous dînons dans un restaurant dont on m'avait dit autrefois qu'il n'était pas approprié pour la femme d'un avocat. Puis quelqu'un de nouveau est apparu au pas dramatique, patapa accent grave-l'œil. Daniel, un chirurgien orthopédiste, a déménagé de Seattle plus tôt cette année. Nous nous sommes rencontrés lors d'un séminaire interne lorsque j'ai accidentellement renversé du café sur la feuille d'émargement. Il a juste souri et m'a tendu une serviette, ne disant rien de la tache sur mon chemisier. Nous sommes sortis quelques fois, avons parlé davantage, et un soir, alors qu'il me déposait à ma porte, j'ai réalisé que je n'avais plus peur que quelqu'un me connaisse vraiment. Je ne ressentais pas le besoin de cacher mes morceaux brisés. Peut-être que je n'étais pas prête à retomber amoureuse, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'avoir besoin d'une permission pour être heureuse. Parfois, je sursaute encore lorsque le téléphone sonne tard dans la nuit. Occasionnellement, je rêve d'être piégé dans la cuisine où Jacques m'a demandé un jour, « Tu ne peux pas juste essayer un peu plus fort ?» Mais quand je me réveille, je sais que je suis dans mon propre appartement, où personne ne vérifie mes factures, personne ne me dit quelle robe porter pour approbation. La liberté ne m'a pas été donnée. Je l'ai revendiquée avec un silence opportun, avec la vérité dite au bon moment, et avec une sorte de courage que personne d'autre ne pouvait me donner. L'histoire de Lily est un rappel puissant que le silence n'est pas toujours la paix, parfois, c'est la marque d'une vie sous un contrôle discret. Dans un monde où les apparences trompent, il faut un vrai courage pour affronter la vérité et reprendre son pouvoir. Lily n'a pas choisi une vengeance bruyante, elle a choisi l'épreuve, la dignité et la vérité. Son parcours n'a pas seulement été la fin d'un mariage toxique, mais le début d'une vie définie par la liberté, la valeur et la lumière. Que pensez-vous du parcours de Lily et de la façon dont elle a repris sa vie en main? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes sur la famille, le mariage et la force intérieure.